L'invité du Tropique Midi. Bonjour Paula Anacona. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous, directrice des éditions Anaconoa, c'est ça, Ouais. qui se veulent une passerelle de diffusion de la littérature marginale brésilienne. Et justement, ce salon du livre sera l'occasion de nous présenter ce qu'on pourrait appeler la nouvelle scène brésilienne que vous aviez mise en avant dans Je suis favela. Je m'en souviens quand je vous avais reçu il y a quelques années. Et qui sont-ils, ces gens? Des voix de la périphérie? Exactement. Eux-mêmes, ils se considèrent comme des porte-paroles. C'est-à-dire que ce sont des gens du peuple qui parlent pour le peuple. Donc, ils font, pour eux, c'est une grande fierté de continuer à habiter dans ces quartiers et de parler des gens qui sont autour d'eux, qui prennent un café au bar à côté, aux élèves qui sont dans les mêmes écoles qu'eux, etc. Ce sont des écrivains qui vivent dans la favela. Complètement. Et ils font très attention à continuer à y habiter parce qu'ils disent le vrai problème pour pas mal de gamins, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui réussit, il part de la favela. Donc du coup, il a aucun exemple de réussite sous les yeux. Ou le seul exemple de réussite qu'il a sous les yeux, c'est le trafiquant qui lui continue à habiter et qui est là avec ses grosses chaînes en or et ses grosses voitures. Donc eux, ils disent, moi j'ai fait des études, regarde, je voyage en France, je suis à Paris, mais sauf que dans une semaine, je reviens dans le quartier. Elle est l'expression de quoi, cette nouvelle scène? Elle est l'expression, certainement d'une croissance économique au Brésil, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense que quand on a quelque chose à manger dans son assiette, on a peut-être un peu plus de temps pour réfléchir. Et mais c'est aussi un vrai dynamisme qui vient d'une carence, c'est-à-dire que comme ils se sont rendus compte que il fallait rien attendre de l'État ou du gouvernement, ils se sont dit on va se prendre en main. Et ça, c'est assez admirable. Donc c'est une réalité sociale, géographique du Brésil d'aujourd'hui? Ouais, c'est vraiment un phénomène que eux trouvent assez unique au monde, en fait. C'est-à-dire que... Pourquoi unique? Pourquoi unique? Parce que ils ont mis en place depuis une dizaine d'années ce qu'ils appellent des sarau, que j'ai pas encore réussi à traduire. Ouais. En fait, c'est une espèce de rassemblement culturel qui réunit une fois par semaine entre 100 et 200 personnes. Et donc voilà, l'objectif c'est de diffuser la culture. Et donc en fait, c'est souvent quand même de la littérature, mais ça peut être de la musique, de la poésie. Et en fait, chacun vient, chacun récite son texte. En général, ils invitent un ou deux écrivains un petit peu reconnus. Et la femme de ménage qui a écrit son texte sur un petit bout de papier, sa petite poésie, elle peut aussi venir la réciter. Et l'écolier de 14 ans qui a écrit son texte, il vient le réciter. Donc c'est pour montrer que on est tous des artistes, et l'artiste c'est pas forcément le monsieur avec une barbe blanche et un costume cravate très respectable. Ça peut aussi être quelqu'un qui a une casquette et un jean. Et voilà, il faut pas avoir honte de déclamer sa poésie. Vous avez l'air d'être très fan de ces littérateurs. Ouais, complètement. Bon, déjà parce que je trouve que c'est effectivement très dynamique, c'est-à-dire qu'en fait, chaque quartier a son sala ou son événement culturel, mais là où je disais que c'était unique au monde, c'est-à-dire que si là vous êtes à São Paulo, le lundi vous allez dans tel quartier, le mardi vous allez dans un autre, le mercredi pareil, et tous les soirs de la semaine il y a quelque chose, et l'air de rien, 150, 200 personnes chaque soir de la semaine, ça veut dire qu'il y a 1000 personnes facilement par semaine qui écoutent, qui déclament de la poésie. Donc ça montre que ce n'est pas que quelque chose de quelques écrivains qui seraient spécialement revendicatifs, c'est la population qui les suit. Quelles sont les références de ce mouvement? Quelles sont les références? Je pense qu'il se base sur tout un héritage d'oralité brésilienne, qui est une oralité qui vient des griots africains, qui vient du nord-est et des troubadours. Et puis, je pense que la Cité de Dieu a eu un effet bénéfique et peut-être en même temps un peu pervers, c'est-à-dire que la Cité de Dieu a effectivement ouvert une brèche. C'est-à-dire que La Cité de Dieu, c'était le premier livre d'un homme de la favela écrit sur la favela. Alors que avant La Cité de Dieu, c'était toujours des gens de la classe moyenne, des gens de l'élite, qui faisaient des études sociologiques passionnantes sur la favela. Et là, c'est un type de la favela qui a dit, regardez comment ça se passe. Et donc, à partir de là, effectivement, la classe moyenne s'est vraiment intéressée à ces problèmes-là. Et eux se sont mis dans cette brèche-là. Et après, là où je dis où c'est un petit peu pervers, c'est que c'est vrai que du coup, maintenant, il y a un peu le cliché favela, Cité de Dieu, c'est-à-dire que beaucoup de gens, notamment à l'étranger, ont l'impression que la favela, c'est que ça. Or, la favela, c'est 5% de trafiquants et 95% de travailleurs, de chauffeurs de taxi, de femmes de ménage, etc. Donc, voilà l'effet un peu pervers de la Cité de Dieu. Est-ce que ce sont des protestataires? Complètement. On peut les voir comme ça? Complètement. On peut les voir complètement comme des protestataires, certains voire comme des révolutionnaires, mais pas au sens forcément communiste ou je ne sais quoi. Mais c'est des gens effectivement qui ont un esprit critique assez aiguisé, parce que notamment au Brésil, on a cette chaîne de télévision qui s'appelle la Globo,
qui est TF1 puissance 20 et qui matraque les gens, qui leur lave le cerveau, et ils arrivent à avoir un peu de distance par rapport à ça. Donc voilà. Protestataires sûrement, mais est-ce qu'on peut les classer parmi les indignés, par exemple? Complètement, je pense que c'est des indignés parce que même là, par exemple, où ils reconnaissent les bénéfices de la politique de Lula depuis 10 ans, etc., ils disent « Ok, c'est super, on a bien avancé, mais on continue, voire on va plus vite ». Donc, ce sont des gens qui se contentent pas de ce qu'ils ont et effectivement, ils pourraient se dire « Ah, c'est bon, maintenant j'ai à manger, j'ai un portable, j'ai une voiture ». Je m'arrête là. Bah non, parce qu'on peut toujours faire mieux. Et ce qu'ils disent, et ce qui est assez surprenant, c'est en fait, ils disent, quand ils voyagent comme ça en Europe, ils prennent toutes les idées qu'ils peuvent trouver, et ensuite ils essayent de les ramener dans leur quartier. Et notamment Ferrez, il avait été en Allemagne l'année dernière, et il avait vu un système dans un quartier. Ferrez, un grand révolutionnaire, hein. Enfin, ouais, complètement. Et il avait vu des gens qui ouvraient leur maison une fois par semaine pour lire des textes en public. Et il s'est dit, mais ouais, il n'y a pas forcément besoin d'une salle, en fait. Peut-être les gens peuvent faire ça chez eux. Et il a mis ça en place dans sa communauté. Donc, c'est vraiment assez typique de la culture brésilienne. D'ailleurs, ils prennent des petits morceaux un peu partout, ils les mangent, ils les digèrent et ils font leur sauce. Est-ce que ces protestataires seraient, par exemple, influencés par Internet? Ouais, je sais pas, parce que c'est vrai que Internet maintenant au Brésil c'est complètement développé. Ils sont tous complètement Facebook. Bon, ce qui est sûr, c'est que ils se font vraiment connaître par leur blog. Oui. Ils ont tous des blogs, ils postent beaucoup, mais en même temps, bon, Facebook ça a aussi des côtés négatifs, c'est-à-dire que c'est un peu un truc de troupeau, c'est-à-dire que tout le monde suit, tout le monde regarde les mêmes vidéos. Donc ils s'en servent, c'est sûr qu'ils s'en servent. Est-ce qu'ils cautionnent absolument tout? Je ne sais pas. Le Brésil, c'est la samba. Mais aujourd'hui, il y a le hip-hop, il y a le rap, etc. Est-ce que cela aussi, ça les influence? Ah, complètement. Eux, ils se revendiquent vraiment beaucoup du mouvement hip-hop. Donc là, en fait, les écrivains dont je parle, ils sont quand même essentiellement basés à São Paulo. Parce que à Rio, les Carioca, ils ont la mer, ils ont la plage et ils sont beaucoup moins revendicatifs. En fait, c'est assez curieux. Et d'ailleurs, à Rio, le mouvement hip-hop a jamais pris. Alors que à São Paulo, le mouvement hip-hop, ça fait une quinzaine d'années qu'il existe. Il est hyper. Donc ils ont géographiquement un point de chute, on peut le dire. Ouais, complètement. Ouais. Ils sont vraiment à São Paulo. Et non, le hip-hop, il est hyper hardcore à São Paulo. Et d'ailleurs, Ferrez, il a écrit beaucoup de paroles de chansons de hip-hop. Ils sont très très liés. Donc, ce sont des écrivains donc qui sont au service d'une cause, on peut le dire. Ah, complètement, ils sont au service de leur peuple, tout simplement parce qu'ils disent voilà, moi je viens de là, donc je vais pas les oublier. Et Ferrez a dit une très belle phrase hier ou avant-hier, en fait, il disait à l'heure où l'information fait vraiment défaut, pas partager ses connaissances, c'est une vraie lâcheté. Donc eux, ils disent vraiment, moi je fais du trafic de connaissances. C'est-à-dire que je viens te donner mes connaissances, toi tu viens me donner les tiennes. Et c'est comme ça qu'on échange. Alors, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de tabou pour eux. Ils parlent de tout. De la violence urbaine, du narcotrafic, on le sait, de la délinquance qui est aujourd'hui mondiale. Tout est abordé. Ouais, tout est abordé parce que il parle même aussi des violences domestiques. Il y a un texte dans Je suis favela qui parle d'une gamine qui se fait plus ou moins violer par son beau-père. Pourquoi il y aurait des thèmes qui seraient tabous? Donc effectivement, je pense qu'à partir du moment où déjà on a envie de s'exprimer, en fait, ce qu'ils disent souvent, c'est et par exemple cette fameuse histoire de gamine là qui était dans cette situation avec son beau-père, Rodrigo qui l'a écrite, qui est prof, il a dit j'étais face à cette situation et je pouvais rien faire. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais pas aller voir le type et lui flanquer une raclée? Donc il a dit la raclée, je l'ai mise sur le papier. En fait, ma violence, je l'ai défoulée en l'écrivant. Dans la société brésilienne d'aujourd'hui, c'est pas un peu des marginaux? Bah, en fait, ce qui est sûr, c'est que ce sont des marginaux géographiques. Oui. Parce que, effectivement, ils sont en périphérie, et pour qu'ils se rendent dans le centre de São Paulo, c'est 1h30 de transport en commun, 3 bus, etc. Donc, ils sont certainement des marginaux géographiques. Moi, je pense qu'ils sont des marginaux intellectuels, parce que, effectivement, c'est pas des moutons, et qu'ils acceptent pas la pensée unique. La pensée unique et le politiquement correct. Oui. Donc, c'est des marginaux, mais au sens positif du terme. Parce que c'est vrai qu'en France, marginal, c'est un peu un terme négatif. Mais là, moi, je vois marginal comme une tête libre, un esprit libre. Il y a aujourd'hui une effervescence économique sérieuse au Brésil, ça bouge. Est-ce que cette euphorie économique a entraîné aussi une ébullition culturelle? Bah, cette euphorie économique, comme on disait, c'est sûr qu'elle a mis à manger dans les assiettes et qu'elle a tiré plusieurs dizaines de millions de personnes de la misère.
En même temps, Ferrez dit qu'elle a quand même un peu tué la révolution. C'est-à-dire que les gens maintenant ont l'illusion de faire partie de la classe moyenne. Ils ont un iPhone, ils ont un super beau portable. Ils sont devenus des consommateurs, en somme. Voilà. Et l'État brésilien leur a donné la carotte de la consommation. Comme ça, ils se tiennent bien tranquilles. Oui. C'est ça. Le gouvernement semble mettre aujourd'hui les petits plats dans les grands et la culture, pour la culture, le gouvernement a dévoilé récemment un projet pour la promotion des traductions des œuvres, etc. Vous-même, vous allez en bénéficier de ça. Ouais, effectivement. C'est-à-dire que le gouvernement brésilien s'est rendu compte qu'une grande puissance économique, ça passait aussi par une grande puissance culturelle. Néanmoins, on peut quand même s'interroger sur la pertinence de cette politique, c'est-à-dire qu'effectivement, ils donnent des millions pour que la culture brésilienne soit connue à l'intérieur, mais est-ce qu'il ferait pas mieux aussi de s'occuper de ce qui se passe chez eux? C'est-à-dire que moi, je me dis, et ces millions-là qu'ils donnent pour qu'on traduise des livres en Grèce, au Danemark, etc., ça aurait pu faire construire pas mal de bibliothèques à São Paulo, ça aurait pu un peu rénover les écoles qui tombent en miettes. Donc effectivement, c'est bien, mais qui s'occupent aussi un peu de la culture chez eux et pas seulement de la consommation. Mais il n'y a pas une contradiction là avec cette nouvelle scène brésilienne qui arrive, qui investit le favela et cette politique gouvernementale? En fait, c'est-à-dire que le gouvernement essaye de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire que effectivement ces auteurs, comme ils se rendent compte que l'État ne donne pas beaucoup, ils arrivent à trouver des moyens c'est-à-dire qu'ils ont pas de salle pour faire des rassemblements, et ils font ça dans une église, même si ça a rien de religieux, ils font ça dans un café où ils poussent tous les tables, donc ils bricolent et ils arrivent à joindre les deux bouts comme ça. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas rater au Salon du Livre? Alors effectivement, donc au Salon du Livre, ces auteurs dont je vous parle, Ferrez et Rodrigo, ils seront là à 14h dimanche. Et en fait, je vais les faire rencontrer Rachid Santaki, qui est lui-même s'appelle le romancier du 9-3. Et en fait, je voudrais les interroger tous les trois sur la favela comme sujet d'inspiration littéraire. Et Rachid va dire à quel niveau Saint-Denis, le quartier français, est son sujet d'inspiration littéraire. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de voir les relations qu'il peut y avoir entre le quartier français et la favela au Brésil. Et sinon, samedi, on a aussi une autre rencontre avec Marçal Aquino, qui lui est un auteur un petit peu plus établi, peut-être un peu moins marginal, mais qui a fait un livre que je sors justement maintenant, qui m'a beaucoup touchée, qui est une histoire d'amour entre deux personnes assez cinglées, deux marginaux. Et donc il sera là à 14h pour parler de son livre. Et en plus, moi après à 17h, je sors une nouvelle collection. C'est-à-dire qu'effectivement pour l'instant, je m'étais concentrée sur les romans de la favela, les romans comme ça marginaux. Et en fait, maintenant je sors cette collection pour sortir des romans marginaux un peu géographiques, c'est-à-dire des romans qui viennent des espaces ruraux. Donc voilà, c'est une collection que j'ai appelée Terra et qui parle de la ruralité au Brésil, parce que ces espèces de ploucs qu'habitent dans ces campagnes, c'est aussi les marginaux du Brésil. Et ils font des livres qui sont magnifiques, qui n'ont rien à voir avec les romans urbains de São Paulo, parce qu'effectivement c'est pas du tout la même réalité, mais qui sont absolument superbes. Et donc on lance le premier livre de cette collection qui s'appelle L'enfant de la plantation, et c'est les souvenirs d'un gamin qui habitait dans une plantation de canne à sucre et qui, je pense, parlera beaucoup aux Antillais, parce que il y a vraiment tout un univers de la canne à sucre qui, je pense, leur rappellera pas mal de souvenirs. Paula Anacona, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Rendez-vous au salon. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Un mot encore, 918e jour de captivité pour Thierry Doll et ses compagnons. Nous pensons fortement à eux et à leurs familles, tout comme nous avons une pensée pour Loïc Libert et les siens. Loïc Libert, victime du terroriste Mera à Toulouse. Rendez-vous ce soir 20h30 pour Laisse parler les gens avec Gino et Gabriel. Pour l'heure, vous avez rendez-vous avec Logan sur Tropic FM.